Paul Étienne, tu peux mettre ton organisation dans ton nom. Ah oui. Ce serait cool. Que... Bonjour tout le monde. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de gens qui se sont joints au webinaire. On va attendre encore une petite minute pour continuer d'accueillir les gens qui sont dans la salle d'attente. Donc, je répète mes salutations pour les personnes qui viennent de se joindre. Bienvenue. Vous êtes bien à la version en français du webinaire sur la loi sur la laïcité de l'État, le recours devant la Cour suprême. On va attendre encore une minute ou deux, le temps que les gens terminent de se joindre au webinaire. Peut-être que je vais commencer tranquillement, si ça convient à tout le monde. Il y a déjà une bonne centaine de personnes de connectées et ça continue à rentrer doucement. Donc, bienvenue tout le monde. Merci d'être présent avec nous ce midi. Euh, donc, je vais commencer en fait par une reconnaissance territoriale, tant pour la Ligue des droits et libertés que pour l'Association canadienne des libertés civiles. C'est important de considérer les enjeux de droits humains, en fait, qui sont vécus par les peuples autochtones, des enjeux liés au racisme et au colonialisme, mais aussi d'être solidaire avec les peuples autochtones qui luttent pour leur droit à l'autodétermination partout au Canada. Et c'est pour ça qu'on veut reconnaître aujourd'hui que nous, les panélistes ici présents, on vous parle depuis le territoire non cédé de Tiohtià:ke, Montréal, qui est un lieu de vie pour plusieurs nations autochtones, historiquement et actuellement, et particulièrement le peuple Gadian-Guéhaga, donc Mohawk. Euh, et aujourd'hui, en fait, dans le contexte de la contestation de la loi sur la laïcité de l'État, on va beaucoup parler de discrimination, hein, c'est au cœur du débat qui nous occupe. Et donc, on tient à souligner qu'en fait, les nations autochtones sont elles aussi la cible de discrimination profonde, de racisme systémique, institutionnel, et aussi de violation de leur droit à l'autodétermination, comme je l'ai mentionné précédemment. On va aussi parler de l'utilisation banaliser, en fait, des clauses dérogatoires des chartes québécoises, chartes canadiennes, dans le cadre de la loi sur la laïcité de l'État, mais les clauses dérogatoires sont utilisées aussi dans d'autres lois. Et si collectivement on banalise le fait de déroger aux droits de certains groupes de population, si on continue d'affaiblir notre régime de protection des droits et libertés, ça revient à dire que les violations des droits humains des minorités, que ce soit des minorités religieuses, culturelles, minorités d'identité de genre, d'orientation sexuelle, les peuples autochtones. Donc, ça revient à dire que les violations des droits humains des minorités, c'est correct si la majorité trouve ça correct. Alors, je le nomme ici dans le cadre de cette reconnaissance territoriale pour bien comprendre que l'affaiblissement dont on parle aujourd'hui, on se concentre sur une loi, mais ça a aussi des impacts sur les droits des peuples autochtones et c'est en filigrane, en fait, des propos qu'on va avoir aujourd'hui. Donc, merci de votre attention pour cette reconnaissance.
on va avoir aujourd'hui deux panélistes qui vont prendre en fait à peu près 30 minutes pour expliquer, en fait, livrer un contenu d'à peu près 30 minutes, suite à quoi il va y avoir une période de questions. Donc, pour les questions, vous aurez constaté que les personnes qui assistent au webinaire, vous ne pouvez pas prendre la parole. Par contre, vous pouvez aller dans l'outil Q&A, questions-réponses, là, avec deux petites bulles de discussion dans la barre au bas de votre écran. En cliquant dessus, vous avez accès à la boîte de questions. Vous pouvez écrire une question. Vous pouvez écrire des questions pendant que les panélistes parlent, si vous avez une inspiration pour une question. Et à la fin des présentations, je vous donnerai aussi le go là, pour écrire dans le chat certaines questions, dans la boîte de questions-réponses. Par contre, on n'aura pas le temps probablement de répondre à toutes les questions qui seront posées. Donc, je vous demande d'être indulgent et indulgente si jamais votre question n'est pas posée, parce qu'on a aussi seulement une demi-heure, peut-être même 25 minutes pour cette période d'échange à la fin des présentations. Euh, voilà, donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à nos deux panélistes, les présenter brièvement. On a avec nous aujourd'hui Anaïs Bussière-McNichols, qui est directrice du programme des libertés fondamentales de l'Association canadienne des libertés civiles. Et on a avec nous Paul-Étienne Rainville, donc mon collègue responsable de dossiers politiques à la Ligue des droits et libertés. Et je me rends compte que je ne me suis pas présentée. Moi, c'est Laurence Guénette. Je suis aussi à la Ligue des droits et libertés, mais je suis ici juste pour animer aujourd'hui. Donc, je vous laisse au bon soin de nos deux panélistes. Et merci encore d'être avec nous ce midi. Merci beaucoup, Laurence. Puis avant de débuter, je vais peut-être prendre un petit 30 secondes pour présenter l'Association canadienne des libertés civiles, donc la CLC. On est un organisme non gouvernemental, non partisan, indépendant, qui a été fondé en 1964. Notre mission, c'est de protéger et de défendre les droits et libertés de tout le monde au Canada. On a 4 programmes par le biais desquels on tente d'accomplir cette mission-là. Donc, liberté fondamentale, dont je suis la directrice. On a aussi justice criminelle et pénale, droit à l'égalité et tout ce qui touche au respect de la vie privée, surveillance et technologie. Donc, maintenant, sans plus tarder, je vais passer au premier sujet dont on veut parler. Donc, qu'est-ce que c'est la fameuse loi sur la laïcité de l'État? Nous, on l'appelle aussi évidemment la loi 21. Donc, c'est un texte législatif qui a été adopté par l'Assemblée nationale du Québec en 2019. C'est une mesure qui interdit à certains employés du secteur public. Donc, on peut penser aux juges, aux policiers policières, avocats avocates, enseignants enseignantes, de porter des symboles religieux sur leur lieu de travail. Maintenant, c'est une mesure qui s'applique aux symboles religieux qui sont visibles. On peut penser notamment au hijab, au turban, mais aussi au kippa. Et donc, ça cible clairement les personnes qui expriment leur foi à travers les objets ou les vêtements qu'ils portent. Et bien entendu, ça ignore le fait que pour de nombreux Québécois et Québécoises, le port d'un symbole religieux, bien, ça fait partie de leur identité. Donc, on parle vraiment d'un moment où le gouvernement met les gens visés face à un choix. Soit ils peuvent pratiquer leur profession ou ils peuvent respecter leurs croyances religieuses sincères, mais ils ne peuvent pas faire les deux. Et pour des gens, disons, je dirais, basés hors Québec, ça peut sembler assez surprenant à première vue de voir un État s'attaquer aussi frontalement aux croyances religieuses de sa population. Maintenant, les gens qui résident au Québec, ils savent que le sujet de la religion y est très sensible dans notre province en raison de notre histoire collective. Et très rapidement, au Québec, jusqu'aux années 60, on sait que le clergé dominait les institutions publiques, notamment les écoles, les hôpitaux, et le clergé contrôlait aussi des questions de moralité, puis même certains aspects de la vie privée des Québécoises et Québécois. Et il y a eu, en bon français, un roll-ball collectif. Et avec la Révolution tranquille, l'État québécois a pris la place qui lui revenait et a essentiellement mis le clergé dehors de ces institutions-là et a enlevé du pouvoir au clergé. Néanmoins, il reste que pour une grande partie, non pas une grande partie, mais une partie de la population québécoise, il y a un traumatisme collectif là, qui a été vécu. Et dès qu'il y a un risque perçu que la religion ou que les croyances religieuses puissent exercer une forme de contrôle sur nos institutions publiques ou sur l'espace public, bien, il y a ce trauma collectif-là qui se réveille. Et c'est la raison pour laquelle le principe de la laïcité de l'État est particulièrement important au Québec. Cela étant dit, la laïcité de l'État, ce n'est pas un principe qui est censé s'attaquer aux libertés individuelles de la population. C'est un principe qui signifie essentiellement la séparation entre l'État et la religion. Donc, en d'autres termes, on parle vraiment de deux choses. Premièrement, aucune religion n'a de contrôle sur le gouvernement. Et deuxièmement,
la neutralité de l'État et vraiment l'aspect de neutralité de l'État. Donc, le gouvernement ne va pas venir favoriser ou défavoriser une religion en particulier. Et ça, je vous rassure tout de suite, la CLC et je pense aussi la Ligue des droits et libertés, on est des ardents défenseurs de cette notion-là, de cette véritable laïcité de l'État. On pense qu'elle est très importante dans une société qui est réellement libre et démocratique. Cela étant dit, le gouvernement actuel du Québec, quand il a adopté la loi 21, il l'a présenté comme une loi qui s'alignait sur le principe de la laïcité de l'État et venait même le renforcer. Et ça, on est en désaccord avec cette position-là parce qu'on pense que la loi 21 va plutôt à l'encontre du deuxième principe de la laïcité de l'État. Parce que c'est une mesure qui, en apparence, est neutre, s'applique à tous les travailleurs, fonctionnaires en position d'autorité, mais en réalité, elle ne l'est pas vraiment. L'État va venir défavoriser certaines religions en particulier, donc les religions qui requièrent le port d'un signe religieux visible. Donc ça, c'était ma petite introduction sur le contexte historique et ce que c'est la loi 21. Et là, on va pouvoir avoir une discussion un peu plus étoffée sur c'est quoi les fameux impacts de cette loi-là sur le terrain. Merci Anaïs, merci tout le monde d'être là. Donc oui, moi je suis de la Ligue des droits et libertés. En fait, c'est une organisation de défense des droits humains qui a été créée en 1963. Notre objectif, c'est de faire connaître, de défendre, promouvoir l'universalité, l'interdépendance de tous les droits qui sont inscrits dans la Charte internationale des droits humains. La Ligue a joué un rôle, puis j'en parle en ce moment parce que ça va être au cœur de notre sujet, mais a notamment joué un rôle important au milieu des années 70 dans le mouvement pour l'adoption d'une charte des droits. Et depuis, euh, chaque fois que les droits sont attaqués, bafoués, menacés, bon, on essaie de prendre la parole. Donc, on a participé, on va parler de plusieurs projets de loi aujourd'hui, mais on a participé à plusieurs commissions d'enquête, pardon, commissions parlementaires entourant les différents projets de loi sur la laïcité ou la soi-disant laïcité. Et donc, effectivement, dès que le dépôt du projet de loi 21, en 2009, en fait, il y a des groupes qui ont alerté le gouvernement sur les effets potentiels de la loi 21. Et maintenant, après 6 ans d'application, ben, on a en main plusieurs études scientifiques qui ont été faites par des équipes de chercheurs, des doctorants, des étudiantes à la maîtrise, qui en fait montrent clairement que les craintes qu'on avait se sont avérées. Et effectivement, comme Anaïs le disait, on voit les impacts de cette loi-là qui, même si elle est neutre, en fait, en apparence, cible de manière directe, disproportionnée certaines personnes, et en ce cas, dans l'occurrence, en particulier des femmes de confession musulmane qui œuvrent dans le réseau public d'éducation. Et donc, il y a plusieurs études qui ont été menées auprès de ces femmes qui ont montré que la loi 21 porte atteinte, que ce soit de manière directe ou indirecte, à leurs droits et libertés qui sont reconnus dans les chartes et dans le droit international. On pense évidemment à leur liberté de conscience, d'expression, de culte, de religion, qui inclut le droit d'exprimer ses convictions, ses croyances religieuses. Mais la loi 21 a des impacts aussi sur plein d'autres droits, leur liberté de circuler, leur droit à la dignité, à la sécurité, à l'égalité, évidemment, à des conditions de travail raisonnables et même à l'emploi. Et donc, les études ont montré qu'au quotidien, il y a eu des effets directs sur plusieurs femmes. Plusieurs ont été forcées, entre autres, de conserver leur poste, de refuser des avancements dans leur carrière, de demeurer au même endroit. Il y en a qui ont réorienté leur carrière ou abandonné leur formation. Il y en a plusieurs aussi qui ont décidé d'aller travailler à l'extérieur du Québec. Et une enquête qui a été menée en 2024 auprès de 400 femmes a montré que 70% de ces femmes qui ont envisagé de quitter le Québec, 54% ont été victimes de propos racistes et 88%, et ça je trouve que c'est extrêmement alarmant, 88% d'entre elles jugent que le Québec n'est plus un lieu qui est accueillant pour elles et pour leur famille. Elles ont parlé dans leur climat de travail de sécurité économique, psychologique, physique, du climat de méfiance, de suspicion, de leur profond sentiment d'exclusion et d'un paquet d'expériences de harcèlement, de microagression ou de racisme qu'on pourrait dire ordinaire qui marquent leur quotidien. Et je dirais plus largement, la loi 21 et les débats qui ont entouré son adoption, sa mise en œuvre, son soi-disant renforcement, a aussi contribué, dans le fond, à créer un climat marqué par la montée du racisme, de l'islamophobie, de l'intolérance. Et c'est un climat qui a servi plus tard de terreau fertile pour l'adoption d'autres lois, que ce soit sur la laïcité, sur l'intégration à la nation québécoise, ou projet de loi sur la Constitution, dont je vais vous parler tout à l'heure. Merci beaucoup, Paul-Étienne. Puis,
sais, moi, je t'écoute parler, là, je trouve que ça semble assez évident que c'est une loi qui est profondément discriminatoire, qui porte atteinte à des droits garantis. Donc, c'est certain qu'il y a des gens qui nous écoutent présentement doivent se dire, vraiment, là, il faut vraiment se rendre à la Cour suprême du Canada pour faire ce point-là. Et la réponse à ça, c'est qu'on n'est pas dans une situation habituelle. Parce qu'ici, et comme Laurence l'a mentionné, le gouvernement du Québec a invoqué les clauses dérogatoires des chartes canadiennes et québécoises pour tenter de soustraire la loi 21 à l'examen, à la révision des tribunaux. Donc, si on fait un petit pas en arrière, dans une situation normale, un tribunal qui est saisi d'une contestation constitutionnelle va se poser deux questions. Premièrement, est-ce que la loi en question porte atteinte à des droits qui sont garantis par les chartes? Et deuxièmement, si oui, est-ce que l'État a prouvé que cette atteinte-là, elle est justifiée dans les circonstances? Parce qu'on se rappelle que les droits garantis dans les chartes, ils ne sont pas absolus. L'État peut venir les limiter, mais encore faut-il que ces limites-là soient raisonnables, soient adaptées aux circonstances et soient aussi minimalement attentatoires que possible aux droits garantis. Ici, dans notre dossier, ce débat-là, ordinairement, il aurait porté sur l'impact de la loi 21 sur les droits et les perspectives d'emploi des Québécois et Québécoises qui portent des symboles religieux. Et ça aurait été le point, disons, que la CLC ou la Ligue aurait fait devant les tribunaux. Et ensuite, le fardeau aurait été sur les épaules du gouvernement québécois de venir défendre sa vision de la laïcité et sa loi en la justifiant justement par cette vision-là que le gouvernement a de la laïcité de l'État, un principe qui, selon nous, est vraiment déformé par le gouvernement du Québec actuellement. Mais ce n'est pas le débat qui va avoir lieu à la Cour suprême du Canada dans quelques semaines, parce que lorsque la loi 21 a été adoptée, des clauses dérogatoires, tant des chartes québécoises que de la charte des chartes canadiennes, ont été invoquées. Et pour vous expliquer qu'est-ce que c'est la clause dérogatoire, j'utilise souvent l'analogie d'un jeu de cartes. Donc, si nos droits et libertés, c'est une série de cartes à jouer qui sont dans nos mains et qui protègent la population, par exemple, si l'État veut venir interdire le discours qui est critique du gouvernement en place, bien là, la population pourrait dire non, 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 ta loi n'est pas correcte, moi, je joue ma carte liberté d'expression. Et un tribunal qui viendrait examiner la situation, il y a fort à penser qu'il dirait, en effet, cette carte-là, liberté d'expression, empêche l'État de venir interdire du discours qui est critique du gouvernement en place. Le problème, c'est que l'État, tant au Québec qu'ailleurs au Canada, a dans ses mains une carte joker. Puis ça, c'est la clause dérogatoire. Et ce joker-là, il empêche les tribunaux d'invalider certaines lois, même si elles portent atteinte de manière injustifiée à certains droits très importants qui sont garantis par nos chartes. Et selon le gouvernement du Québec, lorsqu'un législateur invoque ces clauses dérogatoires-là, bien, les lois, elles sont en quelque sorte protégées de tout contrôle judiciaire ou de toute forme de révision judiciaire par les tribunaux. Maintenant, la clause dérogatoire, elle ne s'applique pas à tous les droits et libertés fondamentaux qui sont consacrés dans nos chartes, notamment, par exemple, on peut penser au droit de vote. Il n'est pas sujet à la clause dérogatoire. Cela étant dit, la clause dérogatoire, elle s'applique à vraiment un bon nombre de principes là, humains de base, des droits fondamentaux de base essentiels dans une société qui se veut libre et démocratique. On peut penser notamment, comme je l'ai dit, à la liberté d'expression, mais aussi au droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne, au droit à l'égalité, présomption d'innocence, protection contre des peines cruelles et inusitées. La liste est longue. Donc, dans le cadre de notre contestation de la loi 21, ce que la Cour suprême va devoir faire, c'est se prononcer quant à savoir est-ce qu'il existe des limites quant à l'utilisation qui peut être faite de la clause dérogatoire dans la Charte canadienne des droits et libertés. Et là, je vous donne des exemples. Est-ce qu'un gouvernement pourrait l'utiliser pour interdire l'avortement et empêcher les tribunaux de se prononcer à ce sujet-là, pour criminaliser des discours qui sont critiques du gouvernement en place, pour légaliser la torture? C'est des exemples qui vont loin, mais franchement, si on suit la logique du gouvernement québécois, même dans ces exemples-là, non seulement les tribunaux seraient impuissants, ils seraient aussi tenus au silence. Ils ne pourraient pas informer de la population de la gravité des atteintes à des droits garantis qui résultent de certaines lois adoptées. Donc, je ne sais pas pour vous, pour moi, ça me donne franchement froid dans le dos, surtout quand on regarde ce qui se passe ailleurs qu'au Québec, ailleurs qu'au Canada, donc à travers le monde, mais particulièrement ce qui se passe aux États-Unis dans les derniers mois. Donc, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles la CLC a porté ce dossier-là devant la Cour suprême du Canada. Et rapidement, justement, quelle est la position de la CLC devant la Cour suprême du Canada? Il faut savoir que la clause dérogatoire de la Charte canadienne, elle est prévue à l'article 33 de la Charte canadienne. Donc, elle fait partie de notre Constitution. Et on admet volontiers que le texte de l'article 33, il ne prévoit pas des limites de fond quant à l'usage de cette clause-là. Donc, tant que les droits qui sont sujets à la clause
sont ceux qui sont visés par la loi. En effet, le texte de l'article 33 ne prévoit pas des limites de substance. Notre position, c'est que ces limites-là, elles peuvent être trouvées ailleurs dans notre Constitution. Donc, si on se base dans les principes écrits et non écrits, donc ce qu'on appelle plus généralement l'architecture constitutionnelle du Canada. Et pour les fins de la loi 21, c'est là où le principe et la doctrine de la participation dans les institutions publiques devient vraiment intéressante. Parce que, d'un point de vue historique, c'est qu'il faut savoir que rapidement après la conquête, il a fallu clarifier par le biais d'une loi que les catholiques pouvaient participer aux institutions publiques. C'était pas si clair que ça à l'époque et ça a été clarifié dans une loi qu'on appelle une loi préconstitutionnelle. Des décennies plus tard, il a ensuite fallu clarifier que les membres de la communauté juive, eux aussi, ils pouvaient participer aux institutions publiques. Et ce qui émerge, et c'est ce qu'on plaide devant la Cour suprême du Canada, de cette série de lois-là préconstitutionnelles, c'est vraiment ce principe plus grand qui veut dire que peu importe notre religion, on peut participer aux institutions publiques canadiennes, québécoises. On ne peut pas être discriminé sur cette base-là. Et donc, notre argument, c'est qu'on n'a même pas besoin des notions de liberté de religion ou de droit à l'égalité telles qu'elles ont été reconnues en 1982 par le biais de la Charte canadienne. On peut se baser sur des droits et des protections qui existaient bien avant et la clause dérogatoire ne peut pas venir invalider ces droits-là. Maintenant, le procureur général du Québec, bien entendu, n'est pas d'accord. Il dit que les seules limites à l'usage de la clause dérogatoire sont celles qui sont explicitement prévues dans le texte de l'article 33 de la Charte canadienne. Et bien honnêtement, les tribunaux inférieurs qui ont été saisis de notre contestation, donc Cour supérieure du Québec, Cour d'appel du Québec, ont donné raison au procureur général du Québec. Donc, notre dernière chance, c'est vraiment à la Cour suprême du Canada. Et je vais conclure là-dessus, on voit que c'est un sujet qui intéresse vraiment beaucoup de gens parce que c'est un débat qui est plus grand là, que la loi sur la laïcité. Il y a aussi d'autres usages de la clause dérogatoire ailleurs au Canada. Il y en a de plus en plus aussi au Québec. Ce qui fait que environ une cinquantaine d'intervenants vont aussi se positionner dans ce débat-là à la Cour suprême du Canada. Et c'est assez historique d'avoir ce nombre d'intervenants-là qui vont venir présenter un éventail d'arguments. Il y en a qui sont d'accord avec la position de la CLC, il y en a qui sont d'accord avec le PGQ, il y en a qui sont entre les deux. Et pas mal tout le monde prend des chemins différents pour arriver à un résultat. Et un de ces intervenants-là, c'est la Ligue des droits et libertés. Donc, je vais passer la parole à Paul-Étienne. Oui, merci Anaïs. Oui, effectivement, ben, la Ligue des droits et libertés est partie intervenante, en fait, dans la cause portant sur la loi 21. Et pour être accueilli comme partie intervenante en Cour suprême, en fait, il faut démontrer qu'on apporte un point de vue qui est différent, singulier, complémentaire sur le litige. Et donc, nous, l'élément sur lequel on insiste dans notre mémoire et qui est peu abordé, en fait, dans les débats publics, dans les jugements des tribunaux inférieurs, c'est la question de l'utilisation de la clause dérogatoire de la Charte québécoise. Une grande partie des débats tournent autour de la clause dérogatoire de la Charte canadienne, mais elle est, je ne rentrerai pas dans cette longue histoire-là, mais elle, en fait, elle est issue d'un compromis politique entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux dans le contexte précis du rapatriement de la Constitution de 1982. Or, le Québec avait déjà sa charte et s'était doté d'une charte 7 ans auparavant, en 75, qui contenait une clause de dérogation à son article 52, clause qui stipule, et je le cite, je pense que c'est assez important, aucune disposition, je coupe des passages, aucune disposition d'une loi ne peut déroger aux articles 1 à 38, à moins que cette loi n'énonce expressément que cette disposition s'applique malgré la charte. Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'origine, l'objectif premier de l'article 52, quand on va dans les débats parlementaires à l'époque, c'était d'affirmer la prépondérance des articles 1 à 38 de la charte sur les autres lois ordinaires, et donc de consacrer son statut qu'on dit supralégislatif. Euh, à l'époque aussi, il n'y avait pas dans la charte ce qu'on appelle une clause limitative qui a été ajoutée plus tard à l'article 9.1 qui affirme, je cite aussi, les libertés et les droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que en 75, la clause de dérogation avait principalement pour but, d'une part, de consacrer le caractère fondamental de la charte et d'autre part, d'assurer ce respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général. En aucun cas, dans les débats, la clause dérogatoire était pensée comme une sorte de carte blanche ou de joker, pour reprendre ton expression, qui permettrait au gouvernement de bafouer les droits qui sont inscrits dans la charte. Un autre élément sur lequel on insiste, c'est le processus de codification qui a été entamé au début des années 60 là, de la Charte québécoise.
Et ce qu'on voit dans ce processus-là, c'est qu'un des principes fondamentaux de la charte, et ça va être d'ailleurs le rôle de la Commission des droits aussi par la suite, c'est vraiment de garantir le droit à l'égalité et la non-discrimination. Donc, de protéger les groupes minoritaires marginalisés contre toute forme de discrimination. Et ce droit à l'égalité, il est inscrit à l'article 10 de la charte. Et cet article 10-là, ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle garantit l'exercice de tous les droits et libertés qui sont énoncés dans la charte sans discrimination. Donc, on voit que c'est comme une pierre angulaire, finalement, de la charte québécoise. Et on ne saurait justifier l'utilisation d'une clause de dérogation pour justifier finalement l'adoption de lois qui contreviennent au droit à l'égalité, à la non-discrimination. Un autre élément, c'est l'arrimage entre le droit international et le droit interne. En fait, la Charte québécoise, elle est considérée comme un document unique dans l'histoire législative nord-américaine, notamment parce qu'elle s'appuie directement sur les grands textes du droit international, dont la Déclaration universelle des droits de l'homme et les deux pactes internationaux de 1966 qui ont été ratifiés par le Québec en 1977. Et donc, quand on voit tout le processus d'élaboration et d'adoption de la Charte québécoise, on voit cette volonté de l'arrimer directement aux normes du droit international. Et je vais terminer là-dessus. Dans le droit international, et notamment dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, on prévoit on prévoit la possibilité de déroger au droit. Par contre, on fixe également des balises qui sont extrêmement contraignantes. J'y vais rapidement. Il doit d'abord y avoir un état d'urgence qui met, là je reprends les expressions des observations générales de l'ONU là-dessus. Il doit y avoir un état d'urgence qui met en péril la vie de la nation. La menace doit être réelle, immédiate et non appréhendée. Elle doit être limitée dans le temps. Elle doit s'exercer sur certains droits spécifiques. Elle doit être justifiée, avoir un avis favorable des tribunaux et elle doit être circonscrite dans le temps et ne jamais. Et il y a certains droits qui demeurent intangibles. C'est le cas notamment du droit à l'égalité. Et donc, quand on voit le gouvernement du Québec invoquer de manière préventive la clause dérogatoire pour adopter une loi qui est discriminatoire, ben, ça contrevient à la fois à l'esprit de la Charte québécoise et à la fois aux obligations de l'État québécois en vertu du droit international des droits humains. Et je dirais, juste pour terminer, dans le contexte du 50e anniversaire, cette année, on célèbre le 50e anniversaire de la Charte. Mais en fait, la Ligue et d'autres groupes ont mené une campagne plus large, en fait, pour exiger des balises fermes sur l'utilisation de la clause dérogatoire qui s'inspire des normes qui sont déjà établies à l'échelle internationale. Et donc là, je vais passer la parole à Anaïs sur ce qu'on peut s'attendre ou de la décision de la Cour suprême. Merci beaucoup, Paul-Étienne. Ben, effectivement, on a essayé de clarifier aujourd'hui pour vous pourquoi ce débat-là est vraiment hors de l'ordinaire. C'est quoi la portée, la complexité du débat devant la Cour suprême du Canada? En quelques mots, c'est sûr qu'on espère de notre côté que la Cour suprême du Canada va confirmer qu'il y a des limites à la manière dont la clause dérogatoire peut être invoquée. Mais on pense aussi que c'est possible que la Cour suprême, ça serait pas idéal, mais ça serait déjà ça, confirme que les tribunaux peuvent déclarer qu'une loi aurait été inconstitutionnelle si la clause n'avait pas été invoquée. Donc, on appelle ça un jugement déclaratoire qui ne viendrait pas invalider la loi 21, mais qui viendrait au moins dénoncer la gravité des atteintes aux droits garantis qui sont inclus dans cette loi-là. Et c'est sûr que ce genre de remède-là, à première vue, peut avoir l'air très faible, il n'y a rien de très concret, mais ça permettrait d'informer la population et ça pourrait possiblement influencer l'issue d'un vote à des prochaines élections. Parce qu'encore faut-il, si la population est pour prendre position quant à une loi, encore faut-il qu'elle ait été informée par un acteur qui est indépendant, qui est impartial, et ça, c'est le rôle des tribunaux dans notre société, de la gravité des atteintes aux droits qui sont contenues dans certaines lois adoptées par le gouvernement. Donc, c'est sûr qu'on espère qu'il va y avoir des limites substantives qui vont être mises à l'usage de la clause dérogatoire, qui vont être reconnues comme existant déjà, mais aussi un plan B pourrait être qu'il y ait cette possibilité-là que des jugements déclaratoires soient rendus. Mais je vous dirais que dans tous les cas, c'est pas un enjeu qui va complètement se régler par le biais des tribunaux. La clause dérogatoire, on le dit, elle fait partie de notre Constitution, aussi de notre quasi-Constitution au Québec. Elle va donc continuer d'exister et les gouvernements ou certains gouvernements vont continuer d'être tentés de trouver des moyens de l'utiliser. Et c'est pourquoi, à la CLC, et je sais que c'est la même chose à la Ligue, on a une approche vraiment qui est multifacétaire. Oui, il y a ce litige-là qui est très important. Il y en a d'autres au Canada et qui se dirigent aussi à la Cour suprême, qui
qui sont aussi importants, mais il y a aussi un travail vraiment d'information du public et de discussion avec les politiciens pour les encourager à faire preuve de courage et d'innovation. Une des initiatives que la CLC met de l'avant, c'est une possibilité pour chaque législateur, provincial puis fédéral, de s'engager soit à ne pas utiliser la clause dérogatoire du tout ou à baliser leur propre usage de la clause dérogatoire. Et nous, on va mettre les liens dans le chat, mais on a une campagne qui est en cours depuis environ 1 an où est-ce qu'on dit voici certains paramètres qui pourraient être proactivement rajoutés par le législateur pour baliser son usage de la clause dérogatoire. Il y a quelques semaines, le Barreau du Québec a lui aussi lancé essentiellement une campagne allant dans le même sens. Donc, il y a vraiment un momentum au Québec présentement. Et ça m'amène au troisième volet de notre fameuse approche multifacétaire, et c'est le rôle de la population. Je pense que c'est facile de se sentir impuissant face à ce qui est en train d'arriver au Québec, principalement, mais au Canada aussi. Mais la population, elle a un rôle, elle a un pouvoir qu'elle doit jouer, qu'elle doit exercer. Rappelons-nous que quand la clause dérogatoire de la Charte canadienne a été adoptée, comme Paul Étienne l'a dit, ça faisait suite à un compromis constitutionnel qu'on appelle, mais il était anticipé que n'importe quelle invocation de la clause dérogatoire viendrait avec un énorme coût politique. Donc, on pensait vraiment qu'un gouvernement n'oserait pas l'invoquer, sauf dans des situations absolument exceptionnelles et vraiment en dernier recours. Donc, si une loi a été adoptée, qu'elle a été contestée devant les tribunaux, que les tribunaux ont dit qu'elle était inconstitutionnelle, que le gouvernement considère qu'il y a des bonnes raisons vraiment justifiées de passer outre à cette mauvaise décision des tribunaux et que là, ça serait là que ça a été adopté. Tandis que là, on voit vraiment des usages préventifs de la clause dérogatoire. On coupe court à ce dialogue démocratique-là avant qu'il ait même commencé. Donc, vu que ce n'est pas la tendance qu'on voit depuis 7 ans au Québec et dans d'autres provinces aussi depuis quelques années, c'est sûr que c'est facile comme électeur de se sentir découragé, mais il faut se rappeler que le pouvoir est entre nos mains. On a le droit de questionner le narratif qui est mis de l'avant par le gouvernement québécois. On a aussi le droit de questionner les autres partis politiques quant à savoir c'est quoi leur position quant à cet usage, à cette banalisation de l'usage de la clause dérogatoire. Et aux prochaines élections, bien, s'il y a des partis qui ont le courage de se positionner et de faire preuve d'audace et d'innovation, bien, la population peut aussi exercer son droit de vote en conséquence. Puis je vais passer la parole à Paul Étienne pour justement conclure ce survol-là du contexte actuel. Merci Anaïs. Oui, en fait, je trouvais important de terminer quand même en soulignant que le projet de loi 21, c'est pas un acte législatif isolé. En fait, c'est un peu le coup d'envoi de tout un arsenal législatif qui, sous couvert de défendre la soi-disant laïcité ou encore les valeurs québécoises, dont la laïcité ou les droits collectifs de la nation québécoise, en fait, se sont attaqués ou s'attaquent aux chartes et aux droits et libertés. Donc, je retiens que quelques exemples. On pourrait faire la liste avec plusieurs projets de loi, des numéros et tout ça. Je vais retenir probablement le projet de loi 94, en fait, qui a élargi l'interdiction du port des signes religieux, en fait, pour le personnel des services de garde, les contractuels fournisseurs des services, des centres de services scolaires. En ce moment, le projet de loi 9, qui est à l'étude, qui élargit, en fait, cette discrimination à l'emploi aux employés contractuels des CPE, des garderies privées subventionnées, des écoles privées subventionnées, et même des prestataires dans les programmes d'accueil, de francisation et d'intégration. Donc, en fait, le, le, le projet de loi 9, les projets de loi 9 et 94 élargissent la discrimination qui avait été initiée avec le projet de loi 21. Et je dirais que le projet de loi 9 va beaucoup plus loin. Il va jusqu'à vouloir interdire les prières collectives dans l'espace public. Donc, on dépasse ici le cadre des institutions publiques, parapubliques pour vraiment aller limiter l'expression publique du religieux dans l'espace public, ce qui est, à mon avis, sans précédent là, depuis les années 50 au Québec. Et donc, et il y a d'autres projets de loi aussi qui vont dans le même sens, dans le sens finalement d'une fragilisation des droits et libertés, et en particulier des membres de certaines minorités. Je pense au projet de loi 84 qui a été adopté sur l'intégration à la nation québécoise, dont l'objectif, en fait, était d'imposer aux personnes issues de l'immigration et ceux qu'on appelle les minorités ethnoculturelles l'adhésion aux soi-disant valeurs sociales distinctives de la nation québécoise. Et un petit mot sur un dernier en date, le projet de loi numéro 1 sur la Constitution du Québec, qui, en fait, instrumentalise un peu
ces longs débats sur la Constitution du Québec, mais qui en fait visent, ben, premièrement, à constitutionnaliser les lois discriminatoires sur la soi-disant laïcité et le modèle d'intégration à la nation québécoise. Mais plus largement, c'est un projet de loi extrêmement dangereux sur le plan démocratique qui vise à centraliser les pouvoirs dans les mains du Parlement, contourner le pouvoir des tribunaux, affaiblir et à modifier aussi les chartes et limiter la capacité des groupes, des citoyens et citoyennes aussi, en fait, de contester euh, euh, des lois. Et ce qu'il y a, une des mécaniques qu'il y a dans toutes ces lois-là, c'est le fait de soit utiliser la clause de dérogation aux chartes, soit de modifier littéralement le texte de la charte pour affaiblir les droits qui y sont énoncés. Et donc, euh, dans les jours qui vont suivre le webinaire d'aujourd'hui, on va vous faire parvenir par courriel des outils pour comprendre, combattre, se mobiliser contre ces différentes lois là. Et je soulignerai, en terminant, comme Anaïs le disait, c'est que le mouvement, dans le fond, pour la défense des droits humains, ça ne s'est pas fait que devant des tribunaux, même si c'était des luttes extrêmement importantes. En fait, les luttes pour l'avancement des droits humains, c'est le fruit de la résistance, de l'organisation, de la mobilisation des et des personnes de toute la société civile pour défendre la démocratie, l'état de droit, mais aussi pour défendre les droits des populations qui sont discriminées ou victimes d'entorses à leurs droits. Donc, je pense que la société en général a un rôle extrêmement important dans les mobilisations en cours contre ces différents projets de loi-là qui portent atteinte aux droits de toutes et de tous. Merci beaucoup, Anaïs. Merci beaucoup, Paul-Étienne. Merci aussi à tout le monde qui a commencé à écrire des questions fort pertinentes là, déjà dans la boîte de questions-réponses. J'aimerais commencer en soulignant, si vous n'avez pas vu, j'ai déposé plusieurs liens dans le chat. Les trois premiers sont du matériel plus spécifiquement qui concerne la loi 21, la clause dérogatoire et le litige qui est devant la Cour suprême au cours des prochaines semaines. Et mon message plus récent, c'est deux liens que vous allez voir, un vers une vue d'ensemble sur l'urgence démocratique au Québec proposée par l'Association canadienne des libertés civiles et la Ligue des droits et libertés, des infos, y compris en format vidéo, et une déclaration qui peut être endossée par les organisations contre le projet de loi 1 sur la Constitution du Québec. Donc, je vous invite à aller voir dans le chat et à cliquer sur chacun de ces liens pour les garder ouverts et pouvoir les consulter à tête reposée plus tard aujourd'hui peut-être. Donc, j'aimerais aussi souligner que, bon, Paul-Étienne l'a mentionné, il y aura des documents, des références qui seront envoyés par courriel à toutes les personnes qui se sont inscrites au webinaire d'aujourd'hui. Donc, y compris les liens que je viens de mettre dans le chat seront envoyés. Il y a une personne aussi qui demandait si c'était possible d'avoir accès aux études auxquelles faisait référence Paul-Étienne, qui viennent documenter en fait les impacts maintenant avérés de la loi sur la laïcité de l'État, puisqu'elle elle est en vigueur depuis presque 7 ans. Oui, ce sera acheminé également par courriel, les références, les études auxquelles Paul-Étienne se référait. Donc, Anaïs et Paul-Étienne, je vous lirai peut-être un bouquet de 3 questions, puis je vous redonnerai la parole pour quelques instants, le temps de continuer à prendre connaissance des questions qui sont déposées par les participantes et participants. Donc, une question intéressante qui est au croisement de quelque chose que Anaïs mentionnait, donc le coût électoral et politique de l'utilisation de la clause dérogatoire, mais au croisement de ça et de la perspective un peu plus historique. On a ici quelqu'un qui nous demande si ce coût électoral et politique qui devait peut-être servir de balise informelle pour limiter des abus de la clause dérogatoire, est-ce que ce coût-là avait été mentionné à l'origine quand les clauses ont été intégrées aux chartes, autant pour la charte canadienne que pour la charte québécoise. Donc, je ne sais pas si c'est une information historique qu'on a, mais ce serait une des questions intéressantes. On a aussi une question à savoir si, à votre avis, la Cour suprême du Canada va-t-elle tenir compte ou non des engagements internationaux du Québec et du Canada? Donc, je mentionne ici que dans les mémoires, en tout cas dans le mémoire de la Ligue qu'on a déposé à la Cour suprême l'automne dernier et qui est notre argumentaire finalement,
Ces engagements internationaux sont soulignés, mais après, je vous laisse le soin de nous dire si vous pensez qu'ils seront pris en compte ou non. Euh, donc, je vous laisserai peut-être répondre à ces deux questions-là le temps que je me familiarise avec toutes les autres questions qui ont été déposées dans la boîte. Merci. Merci, Laurence. Je vais commencer pour répondre à la première question pour le volet historique pour la Charte canadienne. Puis si Paul-Étienne a le contexte nécessaire pour la Charte québécoise, je serais super intéressée d'entendre. Oui, lorsque la Charte canadienne des droits et libertés a été adoptée, initialement, le projet de loi, le projet de charte qui avait été mis de l'avant et amplement discuté avec la société civile sur plusieurs mois, voire années, n'incluait pas la clause dérogatoire. Et là est arrivé un moment où certaines provinces et le fédéral voulaient une charte canadienne et son contenu tel que négocié, discuté et amendé après des consultations de la société civile, et d'autres provinces, notamment le Québec, ne voulaient pas de charte des droits qui viendrait finalement supplanter la législation ordinaire adoptée par le législateur. Et le compromis qui a été trouvé, c'est de dire, bon, ben, on va avoir une charte canadienne, elle va avoir un statut constitutionnel, donc tout le monde va devoir la respecter. Ce sera le travail des tribunaux de réviser si les lois adoptées respectent cette charte-là. Cela étant dit, il y aura aussi une clause dérogatoire. En anglais, on peut appeler ça une safety valve, donc une exception que les législateurs vont pouvoir invoquer pour justement prétendre avoir le dernier mot. Au moment où ça a été justement adopté, cette clause-là, il y a beaucoup d'acteurs de la société civile qui ont fait le saut parce qu'ils ont dit, ben là, finalement, on en a-tu une charte ou on n'en a pas? Et comment est-ce que c'est quoi ce mécanisme-là? L'article 33 est très, très court, dit très peu. Et il y a eu beaucoup de prises de position en public. Je pense notamment à Jean Chrétien, qui à l'époque n'était pas premier ministre du Canada, mais était procureur général du Canada, qui a pris position en disant c'est un compromis, mais c'est une clause qui ne va être utilisée que dans des circonstances exceptionnelles. Évidemment, quel gouvernement pourrait oser admettre qu'il est en train d'outrepasser les droits de sa population? Donc, on ne peut que penser à des situations de dernier recours, des circonstances très particulières. Donc, oui, dès le début, dès l'adoption de cette clause-là, il y avait cette notion-là qu'elle ne devait être utilisée qu'en dernier recours et qu'il y aurait un fort coût politique. Cela étant dit, le problème que je vous dirais, c'est que c'est pas écrit dans l'article 33, ce fameux coup politique-là, mais c'est quelque chose qui, justement, qui revient à la population de vraiment incarner et de mettre de l'avant. Et Paul-Étienne, je ne sais pas, pour la Charte québécoise, si tu as du contexte additionnel à nous donner. Ben, en fait, très peu. Mais c'est ce qui est intéressant parce que cet historique-là de la clause dérogatoire, on a des textes très élaborés sur la clause dérogatoire de 1982, beaucoup moins pour la Charte québécoise de 1975. D'ailleurs, pour notre mémoire, il a fallu faire des recherches directement dans les archives, les débats parlementaires. En fait, cette question du coût politique, elle est évidente dès le départ, à mon avis. C'est un peu comme en fait, on retrouve dépendant avec les positions qui étaient adoptées à l'époque, qui vont être adoptées plus tard dans le contexte de 1982, de dire qu'en fait, cette clause dérogatoire-là, elle pourra être utilisée notamment pour renverser des décisions de tribunaux qui pourraient affaiblir la protection des chartes. Donc, cette clause dérogatoire-là, à l'époque, en tout cas, elle est pensée comme étant un outil qui permettrait de faire avancer la protection des droits. Donc, puis effectivement, on a pour 1982, comme tu disais, Anaïs, on a plein de citations, on a des recueils de citations où on voit tout le monde, dont Pierre Elliott Trudeau, qui dit, ben écoutez, elle est là, mais elle ne sera pas utilisée, ou ce sera dans des circonstances extrêmement graves. Donc, j'imagine que c'est la même chose à l'époque pour la Charte québécoise, mais c'est une histoire qui était encore peu, peu faite. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent mettre la main à la pâte. Pour ce qui est de la question des engagements internationaux, c'est assurer que la Cour suprême va prendre en compte les obligations de l'État canadien et québécois. D'ailleurs, depuis longtemps, le régime de protection des droits humains, les jugements en vertu des instruments de protection interne des droits humains font constamment référence aux normes, aux conventions, aux pactes et traités adoptés par l'ONU, oui, à la Charte des droits de l'homme, mais aussi à tout un paquet d'autres traités, conventions, etc. Donc oui, ça va être pris en compte. Après, oui, c'est en tout cas, je l'espère. Mais ça va je pense qu'on peut s'entendre sur le fait que ça va être pris en compte. Reste à savoir la portée
Ouais. concrète à laquelle que les juges vont donner à ces outils-là, qui sont en effet excessivement importants. Merci beaucoup pour merci pour vos réponses. J'en profite pour mentionner que c'est ça quand on parle de coût politique et coût électoral, c'est pas non plus, c'est mon petit commentaire éditorial, là, on va dire, c'est pas non plus pour rien que le gouvernement va privilégier des termes comme la souveraineté parlementaire, qui sonnent beaucoup plus positifs qu'une clause dérogatoire qui suspend les droits de certaines personnes. Donc, on est aussi dans une lutte rhétorique, en quelque sorte, de longue haleine là, pour faire comprendre la gravité des enjeux. On a d'autres très bonnes questions, et notamment une personne qui demande à quelle date la clause dérogatoire a été renouvelée dans le cas de la loi 21. Donc, effectivement, euh, la clause dérogatoire de la Charte canadienne doit être renouvelée aux 5 ans, alors que la clause dérogatoire de la Charte québécoise n'a aucune obligation d'être renouvelée. Donc, elle reste en vigueur tant qu'il n'y a pas une autre loi qui vient abroger, dans ce cas-ci, par exemple, la loi sur la laïcité de l'État. En ce qui concerne la Charte canadienne et le renouvellement aux 5 ans, donc ça a été le cas en avril 2024. Donc, je vais vous mettre dans le chat le mémoire que la Ligue des droits et libertés avait soumis à l'époque. On avait participé aux consultations particulières à ce moment-là. Donc, une journée de consultation particulière pour renouveler cette clause dérogatoire, ça aurait été une occasion pour le législateur, en principe, de réévaluer la situation, les impacts qu'il y a eu depuis 5 ans, etc. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Mais donc, voici, j'ai déposé dans le chat. Sinon, autre question. Donc, est-ce qu'on peut, deux questions un peu techniques là, qui vont, techniques et fondamentales. Est-ce qu'on peut espérer une abolition ou une modification de la loi sur la laïcité de l'État par la Cour suprême suite à l'audience en mars ou la clause dérogatoire la protège à 100%? Donc, dans le fond, c'est qu'on veut clarifier les issues possibles par rapport à l'état du droit et de la loi au Québec. Et on a aussi une question sur l'échéancier plus concret de la Cour suprême. Quand est-ce qu'on peut s'attendre à une décision de la Cour suprême concernant ce litige-là? Donc, pour la deuxième question, la loi sur la Cour suprême ne prévoit pas de délai fixe pour que la Cour suprême rende ses décisions. Pour des dossiers relativement simples, d'habitude, c'est 3 à 6 mois. Pour des dossiers plus complexes, ça peut s'étirer sur plusieurs mois. Ça peut prendre jusqu'à 1 an. Donc, franchement, on n'a pas de date limite où est-ce qu'on peut dire c'est sûr qu'on a la décision d'ici tel moment. Ensuite, pour l'autre question, quelles sont essentiellement les issues possibles? C'est sûr que la CLC va là-bas pour que la loi 21 telle qu'elle existe présentement soit invalidée. Donc, on ne se contente pas de dire il faudrait qu'elle soit déclarée qu'une UTT de la clause dérogatoire, elle aurait été inconstitutionnelle. Mais on dit vous avez les pouvoirs qu'il vous faut, Cour suprême, pour l'invalider. Donc, vu qu'on s'attaque à certaines dispositions de la loi 21, c'est pas l'entièreté de la loi 21 qui serait invalidée, mais ça serait les dispositions qu'on considère comme étant attentatoires et inconstitutionnelles. Donc, ensuite, la question, est-ce que la clause dérogatoire la protège à 100%? Bien, finalement, c'est ça le débat qui va devoir être fait devant la Cour suprême du Canada. Et ce débat-là, il est important pour la loi 21, mais aussi pour une panoplie d'autres lois là, qui sont adoptées présentement à travers le Canada en utilisant la clause dérogatoire, notamment en Alberta récemment, une loi qui est venue forcer des enseignants à retourner au travail. D'habitude, ils ont la liberté d'association qui protège leur droit de faire la grève. Et le gouvernement albertain a dit clause dérogatoire, fin de la grève, retourne au travail. Donc, on peut vraiment voir que ce débat-là sur la loi 21 va avoir une incidence pan-canadienne. Merci, Anaïs. Est-ce que, Paul-Étienne, tu avais des commentaires, quelque chose à rajouter avant Non, que ben, je en vous fait, ce que j'allais lance? dire, c'est la question qui est débattue, justement. Puis je trouve ça important, Anaïs, que tu parles d'autres cas d'utilisation de la clause dérogatoire. Ça a été vrai, effectivement, pour le droit du travail, le droit de grève. Ça a été le cas en Ontario aussi. Et récemment aussi, Saskatchewan, Alberta, sur les droits des personnes trans aussi. Donc, la clause dérogatoire au Québec, elle est utilisée principalement pour les enjeux liés à la laïcité ou à l'identité nationale, mais la clause dérogatoire peut être utilisée aussi dans tout un autre paquet contre toutes sortes de, 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 de populations pour violer toutes sortes de droits. Donc, je pense que le débat qui est là, effectivement, il ne concerne pas que la loi 21, pas que le Québec, pas que la question de la laïcité, il est vraiment plus large. C'est sur la question de la protection, du statut de nos chartes, de la protection des droits et des limites
justement à cette fameuse souveraineté parlementaire, parce que le rôle des chartes, en fait, c'est justement de fixer des limites au pouvoir arbitraire ou aux lois discriminatoires qui pourraient être adoptées par un Parlement au nom de la majorité. Donc là, on est vraiment dans la question de la séparation des pouvoirs, dans l'état de droit aussi. Donc, en tout cas, c'est vraiment un litige qui est extrêmement important sur le plan historique à ce niveau-là. Merci beaucoup. Euh, j'hésite à quelle question poser vu qu'il reste juste quelques minutes et que ça passe vite. Donc, j'irai pour une question un peu plus nichée qui a été posée. Donc, advenant que les conditions de l'arrêt Ford soient revisitées dans le cadre de cette décision-là, puis que la théorie du dialogue démocratique avec les tribunaux soit cristallisée par la Cour suprême du Canada, ça donnerait un pouvoir clair aux cours supérieures pour émettre des déclarations d'invalidité. Qu'est-ce qui empêcherait en fait les procureurs généraux, dont le procureur général du Québec, de faire aucune soumission quant au fond de la question? Donc, est-ce que vous voyez en fait une obligation pour les procureurs généraux de justifier au minimum l'utilisation de la disposition de dérogation? Fascinante question. Donc, ce qui est intéressant, c'est de dire qu'il y a quelques semaines, la Cour suprême du Canada, dans le cadre du débat de la loi 20 sur la loi 21, a écrit à toutes les parties, donc incluant la CLC, incluant le PGQ, en disant, envoyez-moi donc un mémoire de 15 pages, chaque partie, sur le fond de la question. Donc, justement, est-ce qu'il y a atteinte à des droits garantis, puis est-ce que ces atteintes-là sont justifiées? La CLC, bien sûr, s'est empressée de enfin pouvoir faire cette discussion-là, dont elle avait été privée jusqu'à présent. Et le PGQ a répondu, nous, on n'a pas monté le dossier comme ça, on n'a pas fait cette preuve-là de la justification de l'atteinte et ça aurait dû, on devrait avoir l'occasion de faire ça en première instance, d'administrer la preuve. Et donc, le PGQ a refusé de tenter de justifier sa loi. Après ça appartiendra à la Cour suprême de décider ce qu'elle va faire, mais c'est sûr que, advenant que la Cour suprême dise oui, un jugement déclaratoire peut être rendu par un tribunal malgré la clause dérogatoire, ben, on peut penser que le débat pourrait possiblement, si la Cour suprême ne le tranche pas elle-même, être envoyé devant un tribunal inférieur, donc la Cour supérieure du Québec, et il serait donc ordonné tant aux partis qui contestent la loi qu'au PGQ, qu'à l'État, de faire le débat de fond. Donc, le PGQ aurait le fardeau sur ses épaules de venir justifier des atteintes selon moi évidentes, à des droits garantis. Et là, pour répondre finalement à la question, si le PGQ se croise les bras et dit, moi, j'essaierai même pas de justifier, bien, il y a des principes en droit constitutionnel québécois et canadien qui viennent dire, ben, c'était ton fardeau, tu t'en es pas acquitté, fait que c'est bien plate, mais ta loi est pas justifiée. Donc, oui, il pourrait se croiser les doigts, mais se croiser les bras, mais je pense que ça serait pas très, très stratégique. Les tribunaux, en vertu de l'article 96 de la loi constitutionnelle de 1867, les tribunaux supérieurs, justement, ont juridiction pour faire respecter la constitutionnalité des lois et pour, à tout le moins, déclarer si une loi est constitutionnelle ou pas. Donc là, si on a un procureur général d'une province qui vient désobéir à une ordonnance claire de la Cour suprême et refuser de se conformer à la juridiction des tribunaux, là, je pense qu'on aurait un très gros problème. Merci beaucoup, Anaïs. Peut-être une dernière question qui permet d'élargir. Je trouve ça intéressant que vous ayez eu des commentaires plus larges sur le contexte, la conjoncture plus globale au Québec et l'affaiblissement des contre-pouvoirs et tout ça. Il y a une personne aussi qui mentionnait dans les questions-réponses que c'est ça, les tribunaux canadiens ont plutôt mauvaise presse en ce moment. Donc, il y a toutes sortes de rhétoriques qui circulent pour venir affaiblir les contre-pouvoirs. Bref, ceci étant dit, la question qui nous est soumise, c'est euh, considérant que la séparation des pouvoirs, l'état de droit, c'est assez souvent mis de côté dans des discours populistes. Comment c'est possible, selon vous, de recentrer le débat sur la clause dérogatoire et sur plus globalement les enjeux qui sont liés à l'affaiblissement de l'état de droit? Comment c'est possible d'en parler efficacement dans l'espace public? Comment c'est possible de mieux sensibiliser la population, particulièrement les personnes qui sont moins informées sur ces questions, tout en restant évidemment dans un langage accessible parce que c'est des enjeux majeurs qui concernent l'ensemble des Québécois et Québécoises, mais qui ne sont pas nécessairement faciles à aborder. Donc, quelles sont vos réflexions à ce sujet? Je peux peut-être y aller parce que effectivement, je dirais que c'est le défi auquel on est confronté au quotidien, là, notamment à la Ligue.
et la CLC. Euh, un des problèmes aussi, que soulignait Laurent, je trouve que c'est important de le dire, c'est que dans le fond, en tout cas, le gouvernement au Québec actuellement utilise des thématiques qui vont chercher, qui vont spontanément chercher trouver l'adhésion dans la population. Tu sais, tout le monde est pour la laïcité, les gens, bon, sont pour la Constitution, sont pour la souveraineté parlementaire, savent pas trop nécessairement c'est quoi les tenants et aboutissants. Donc, on a tout un travail de déconstruction du discours à faire. Et un des éléments qui est extrêmement préoccupant aussi, c'est ce que je pourrais appeler l'espèce de mitraillage législatif. C'est qu'en fait, euh, le gouvernement, sciemment ou non, adopte toute une série de projets de loi qui touchent différents groupes, différentes catégories de population. Donc, projet de loi 1 sur la Constitution, 2 sur les médecins, 3 sur les syndicats, 7 sur le communautaire, et toute une autre série comme ça qu'on pourrait. Donc, en ce moment, les forces sont les forces de la contestation, de la résistance sont très éparpillées parce que chacun est pris à défendre ses propres droits, ses propres intérêts aussi. Et donc, c'est très difficile d'assurer une convergence des luttes. Par contre, quand on se met à une échelle un petit peu plus large, ce qu'on voit, des tendances qui sont extrêmement préoccupantes justement pour la démocratie et l'État de droit. Et ça, il faut absolument que ce soit adressé. Donc, la question de centraliser les pouvoirs dans les mains du Parlement, d'affaiblir le rôle des tribunaux, de ne pas permettre à des organisations, ben, de limiter en tout cas leur capacité de contester des lois. On a vraiment, et tout l'autre les autres enjeux liés au nationalisme identitaire, attaque aux droits des minorités, discours sur les personnes migrantes, on a là des ingrédients de la montée de la droite, d'autoritarisme et tout ça. Et je pense que ça devrait vraiment alerter l'ensemble de la population. Puis, euh, effectivement, c'est le défi des organisations d'aller chercher la population, d'offrir un contre-discours au discours populiste. Euh, et pour côtoyer beaucoup de gens dans les milieux communautaires de défense des droits syndicaux, ben en fait, en ce moment, il y a énormément de groupes qui essaient de se coaliser justement pour faire front commun contre ces tendances-là plus larges. Euh, voilà. Puis si je peux rajouter à ça, je pense que c'est important justement de suivre des groupes, notamment la Ligue des droits et libertés au Québec, la CLC, on est partout au Canada, incluant au Québec, pour voir c'est quoi les initiatives, peut-être, je dirais, micro, auxquelles la population peut se joindre si elle est particulièrement en désaccord avec tel projet de loi ou telle initiative, mais aussi on essaie vraiment de bâtir des initiatives plus macro là, pour justement sonner l'alarme de manière plus large quant à ce début de dérive autoritaire qu'on est en train de constater au Québec. Ensuite, un autre point que je m'en voudrais de pas mentionner, c'est ce fameux discours Québec versus Canada qui est beaucoup mis de l'avant par le gouvernement québécois actuel. Donc, il y a cette tentative de justifier la loi sur la laïcité d'État en disant, mais nous, au Québec, on est différents. Pour nous, la laïcité, ça veut dire autre chose. Et c'est pour ça que j'utilise la clause dérogatoire, c'est parce que la Charte canadienne est tellement désincarnée de ce qu'on est au Québec qu'elle n'est pas pertinente. Et c'est tellement important ce que Paul Étienne a dit aujourd'hui, de dire, attention, là, c'est aussi la clause dérogatoire de la Charte québécoise qui est utilisée. Donc, des concepts comme la liberté d'expression, la liberté de religion, le droit à l'égalité, ce sont des concepts profondément québécois. Donc, mon message pour vous laisser ici, ça serait de dire, ben, remettez en question ce narratif-là de votre gouvernement qui vous dit, qui est vraiment en train de vous protéger contre le méchant Canada. Même chose, les fameux juges des cours fédérales. Là. Je suis désolée, mais pour être juge au Québec, il faut avoir un barreau québécois. Là. Ce sont des Québécois qui décident nos litiges au Québec. Donc, c'est ce genre d'élément de réponse-là. J'espère que ça peut alimenter la discussion puis bâtir justement ce contre-discours-là d'un narratif qui est très, très fort qu'on reçoit de l'État mais qui vient finalement justifier une panoplie de mesures qui sont attentatoires à nos droits. Puis comme on l'a dit aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, la loi sur la laïcité de l'État, c'est pas quelque chose qui touche chaque personne de l'auditoire personnellement, mais qu'est-ce qui nous dit que la prochaine mesure ne va pas toucher? Donc vraiment, cet effet de solidarité-là, il est important dès maintenant et non pas d'attendre que la mesure nous attaque directement. Merci beaucoup pour cette réponse élargie là, pour la fin de la période de questions. C'est super. J'aimerais terminer en soulignant que j'ai glissé dans le chat les liens, en fait, pour s'inscrire à l'infolettre de la Ligue des droits et libertés et à l'infolettre de l'Association canadienne des libertés civiles. En fait, pour l'Association des libertés civiles, vous allez simplement sur le site web, tout en bas, il y a un gros bouton orange pour se joindre à l'infolettre.
Et donc, je vous invite à vous abonner aux 2 infolettes. C'est gratuit, c'est pas compliqué ni rien. Et j'aimerais finir, en fait, ce webinaire en soulignant que aujourd'hui, l'objectif du webinaire, c'était de se concentrer sur une partie de l'enjeu qui touche la clause dérogatoire pour bien comprendre le litige qui est devant la Cour suprême du Canada. Mais nous sommes tout à fait conscientes et conscients qu'il y a d'autres dimensions importante à la loi sur la laïcité de l'État et à toutes les autres offensives législatives qui arrivent, notamment des perspectives féministes très critiques de cette vision de la soi-disant laïcité, des perspectives décoloniales qui ont aussi une critique sur la vision paternaliste qui est véhiculée par rapport au port de certains signes religieux. Donc, simplement pour nommer que toutes ces dimensions plus complexes existent également et sont très importantes, mais on a choisi un angle spécifique pour le webinaire d'aujourd'hui avec les objectifs qu'on avait. Donc, je remercie tout le monde. C'est ce qui met fin au webinaire. Merci beaucoup, Anaïs et Paul-Étienne. Merci pour l'organisation et merci à tout le monde qui a été présent avec nous aujourd'hui.